Et notre dernière rencontre, j'avais parlé de l'approche fonctionnelle des maladies cardiovasculaires. Que pour reprendre un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là, c'est tout simplement de vous montrer ici cet arbre pour vous dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler au travers de signes et symptômes. On va parler un peu plus de cette nœud biologique qui s'appelle transport. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste naturopathe, spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour vous montrer, professionnels de santé, cette chaîne est exclusive aux professionnels de santé, pour vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle. Cette belle stratégie qui a un accès à vous tous, professionnels de santé. La seule chose qu'il vous faut, c'est avoir l'envie d'utiliser la nutrition fonctionnelle. Votre vie sera beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, parce que vous allez transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. Pour vous dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler au travers de signes et symptômes. On va parler un peu plus de cette nœud biologique qui s'appelle transport. Évidemment, en sachant que transport est vraiment lié à communication. Communication sur le neurotransmetteur et les hormones. On ne peut pas parler de maladie cardiovasculaire sans parler de l'insuline. Et ici, je vous ai mis cardiologie et je profite parce qu'aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de voir un fait divers où il y avait, il me semble, 2 personnes qui ont été décédées par rapport à un naturopathe qui, lui, il avait dit à ces 2 personnes qui avaient un cancer qu'il ne fallait pas traiter par la médecine conventionnelle, mais il fallait le suivre en tant que naturopathe. Donc, je voudrais quand même faire une alerte pour vous dire que ma profession, mon travail, ce n'est pas du tout ça. Mon travail, c'est d'être là où je vous montre cet arbre. C'est d'accompagner, c'est spécialement de changer la vision de la population face à la santé, de leur montrer qu'il faut prendre leur vie en main, leur montrer qu'il faut changer leur mode de vie et pas du tout dire que les cancers, on peut traiter par des plantes ou par des choses comme ça. Ça, c'est un absurde complet. On est là, main dans la main. J'ai beaucoup d'élèves médecins. On est là, main dans la main. Au moins, les médecins fonctionnels, qui sont mes élèves, ils savent qu'une fois qu'ils ont tout fait pour éviter le médicament, ils vont passer à un stage qui c'est là-haut, qui est effectivement de faire ce qu'il faut faire. On ne va même pas questionner ça. Ce n'est pas ça notre travail. Et que pour faire un coucou, parce que j'ai vu ce fait divers aujourd'hui et ça m'a fait peur. Pas savoir avoir de limites. On a tous des limites. Tous. On est des êtres humains, on a tous des limites. Enfin, on a parlé beaucoup la dernière fois de comment synthétiser l'insuline, n'est-ce pas? J'espère que vous avez bien compris. On a parlé aussi de l'insulinorésistance. Et le message le plus important de l'insulinorésistance, c'était qu'il y a des tissus qui vont être vraiment résistants à cette insuline, spécifiquement les tissus squelettiques et adipeux, mais il y en a d'autres tissus qui vont être sensibles à cette hyperinsulinémie, qui vont avoir des effets très, très néfastes à ce tissu-là, le fait qu'on ait une hyperinsulinémie. Ces tissus sont nombreux, comme nos vaisseaux sanguins, comme notre cœur, les cerveaux, les foies, les ovaires, la surrénate, les testicules et j'en passe. On va revenir un peu à l'histoire. L'histoire d'un monsieur qui s'appelle Gerald Reaven. Lui, c'est le monsieur qui a, pour la première fois, réfléchi sur le syndrome X, qui c'est le syndrome métabolique. Attention de ne pas mélanger cardio-métabolique. Évidemment, ils sont liés. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, ce monsieur qui est là,
qui a décédé à 89 ans en 2018, il est un élément très important de l'université de Stanford. Et lui qui a conçu cet raisonnement vis-à-vis du syndrome qu'il appelait syndrome X en 1988. Et ce qu'on constate aujourd'hui, qu'il y a un grand mélange de syndrome X, de ce qu'il pensait, de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que quelle était l'idée de base de Gerald Reaven et où on est aujourd'hui. Parce qu'il y a un grand mélange. Et je vais vous montrer. Donc, à l'époque, en 1988, l'idée de Reaven, c'était de lier l'insulinorésistance à d'autres facteurs. Ce facteur, à ce moment-là, était l'intolérance au glucose, l'hyperinsulinisme. Un autre élément, c'était les triglycérides, les HDL et l'hypertension. Je m'explique. Il a constaté qu'il y a des ingrédients qui vont constituer la maladie cardiovasculaire. Mais à ce moment-là, on parlait beaucoup de la maladie coronarienne. Quand il parle de l'intolérance au glucose, il parlait effectivement d'une glycémie supérieure à 1 agent, supérieure à 1 gramme par litre. Hyperinsulinisme, c'est lui qui a fait ce rapport de l'hyperinsulinisme, l'insulinorésistance, le triglycéride qui c'était d'être supérieur à 1,50 g par litre, le HDL, qui vous savez très bien qu'il n'y a pas ni de mauvais cholestérol, ni de bon cholestérol. Ça n'existe pas. Le cholestérol, c'est le cholestérol. HDL, c'est une lipoprotéine qui va fonctionner un peu comme une bibliothèque. Qu'est-ce qui fait une bibliothèque? Elle prête des livres. Très bien. Le HDL aussi, sauf qu'il ne prête pas de livres, il prête de molécules à nos vésicules qui sont le chylomicron, kilomicron, chylomicron si vous voulez, les VLDL. Et qu'est-ce qui va prêter ces HDL? Il va prêter l'apoprotéine E et l'ApoC2. Est-ce que vous connaissez ça? C'est hyper important pour connaître maladies vasculaires de connaître les apolipoprotéines. Ce n'est pas possible. Et l'HDL, il va prêter ces deux ApoE et ApoC2 au fur et à mesure de l'histoire de quoi que je raconte? De chylomicron, VLDL, IDL, LDL. Ça, c'est une histoire. Et que je voudrais bien avoir un jour l'opportunité de vous raconter. Tout ça, c'est dans notre formation, qui peut-être parmi vous, quelqu'un va avoir l'opportunité de voir. Et aussi, un autre ingrédient, c'était l'hypertension. L'hypertension, ça veut dire supérieur 14 par 9 mm de mercure. Donc, tout ça, pour lui, constituait cette maladie coronarienne. Je parle 1988, Raven. OK. En fait, pour le diabète, on a besoin d'un ingrédient de plus. Ce n'est pas que l'hyperinsulinisme, c'est la sécrétion de l'insuline altérée. C'est la capacité du pancréas de sécréter l'insuline qui sera altérée. Donc, avoir de l'insuline, écoutez-moi, avoir de l'insulinorésistance ne veut pas dire avoir diabète type 2. Ah non. On peut avoir un syndrome X métabolique aussi sans obésité, en tant que d'autres chercheurs, je parle là d'autres chercheurs, considèrent que l'insulinorésistance est liée à l'augmentation du tissu adipeux viscéral. Donc, il y a une petite contradiction ou deux opinions différentes. Il y a un groupe de chercheurs qui pensent qu'on peut être un syndrome métabolique sans avoir obésité ou au moins surpoids. Et il y en a d'autres qui d'ailleurs, c'est la majorité, qui vont dire que non, qu'on a besoin, insulinorésistance est toujours liée
un tissu adipeux viscéral. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ce qui a été décrit par M. Reaven en 1988 a ouvert toutes les perspectives de notre compréhension aujourd'hui, mais on a encore beaucoup de choses à comprendre. Et que c'est clair que tout est lié à cette insulinorésistance. D'ailleurs, tous ces facteurs, intolérance au glucose, hyperinsulinisme, triglycérides, HDL, hypertension, ils n'ont pas le même rapport, la même relation avec l'insulinorésistance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'une personne, par exemple, hypertendue, a une faible relation avec l'insulinorésistance. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il y en a pas mal de personnes qui sont en hypertension, et là, il va falloir savoir la cause de cette hypertension, c'est les primaires, c'est les secondaires. Mais ce que je veux dire en gros, c'est que l'hypertension n'est pas liée. Elle a une faible relation avec l'insulinorésistance. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces points jaunes que j'ai mis ont une relation avec l'insulinorésistance, oui, mais plus ou moins fort et faible. Regardez le mélange. Le mélange, c'est qu'il y a pour ce syndrome X d'autres noms qui se mélangent dans la littérature. Syndrome X, syndrome cardiométabolique, se mélange. Syndrome dysmétabolique cardiovasculaire. Syndrome de l'insulinorésistance. Syndrome métabolique, tout simplement. Syndrome de Reaven. Donc, vous voyez que tout se mélange et à la fin, on ne sait plus qui est qui, qu'est-ce que c'est. Je vais vous présenter maintenant qu'est-ce qu'on est en termes de perspective actuelle du syndrome, si vous voulez, cardiométabolique. Vous voyez que là, on avait 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Et si une personne elle avait 3 de ces éléments, bah, ça y est. Et vous voyez aussi qu'ici, le tour de taille n'est pas présent. Ça va être rajouté après. Et c'est ça la discussion de l'obésité ou pas obésité. Donc, pour vous rajouter là tout de suite, les tours de taille, ça va varier de centre de recherche, mais on peut partir de femmes à 88 cm et de hommes à 94 cm. Mais ça va varier selon la race, si la personne est asiatique, pas asiatique, enfin. Donc là, je vais vous expliquer les perspectives actuelles du syndrome cardiométabolique. Je pense que parmi vous, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est la nouveauté qu'Elisa va vous apporter. Parce qu'il y a pas mal parmi vous qui connaissent le syndrome métabolique comme ça. Mais là, vous allez voir que les choses sont beaucoup plus complexes que ça apparaît. Déjà, on sait aujourd'hui qu'il y a de l'influence génétique, ça c'est sûr, pour cette insulinorésistance, et il y a de l'influence au niveau épigénétique, du mode de vie, de l'environnement. Il est maintenant clair que la dyslipidémie, ça veut dire une dysfonction au niveau de tout ce qui est lipidique, associée à cette résistance à l'insuline ou hyperinsulinémie compensatrice que je vais vous expliquer, comprend l'apparition de lipoprotéines plus petites et plus denses. Je m'explique. Avant, on considérait le LDL, que les gens disent que c'est le mauvais cholestérol et qu'il n'y a aucune raison de dire ça, parce que comme je vous ai expliqué, le cholestérol, c'est le même, et on a le HDL qui est la bibliothèque et qui est considéré comme elle prête des molécules. Elle est une lipoprotéine qui va aider le processus quand même de formation de LDL, mais c'est une protéine qui est construite à partir de vaisseaux jusqu'au foie. Et tout simplement parce qu'on a le LDL qui est construit à partir de récepteurs de LDL au niveau du foie et qui va jusqu'au vaisseau, la population et même les personnes, les professionnels de santé mal informés, considèrent que le LDL, c'est une mauvaise lipoprotéine ou mauvais cholestérol. Donc, je vais répéter ça. Il n'y a pas de mauvais et de bon cholestérol. Le cholestérol est un seul. Il y a des fonctions très claires dans notre corps. Il va
il va être la brique de la formation de nos hormones sexuelles. Il va faire partie de la membrane cellulaire de toutes nos cellules. Il va, pour donner la fluidité membranaire, donc le cholestérol, il va faire partie des selles biliaires. Le cholestérol va participer de plusieurs actions. Le cholestérol, ce n'est pas le problème. Le problème des maladies cardiovasculaires, c'est l'inflammation. L'inflammation. Et c'est ça que je vais toucher avec vous en ce moment. Donc, on a des facteurs génétiques, on a l'insulinorésistance, hyperinsulinémie. On a bien compris ça. Pour être diabétique, on a besoin d'un autre ingrédient qui est un problème, un trouble avec la synthèse ou sinon l'excrétion de l'insuline au niveau du pancréas, de la cellule bêta dans les îlots de Langerhans. Tout va bien. Mais maintenant, je voudrais vous montrer cette question de notre LDL. Donc, je vais ici, dyslipidémie. Dyslipidémie, c'est un déséquilibre au niveau lipidique. OK. Triglycérides, on savait déjà. On va avoir un excès de triglycérides. Tout ça, on connaît. Okay. Baisse de HDL, tout à fait. On sait que le HDL, il doit être à peu près au niveau de 0,40 grammes par litre pour les hommes et au niveau de 0,50 grammes par litre au niveau des femmes. Mais ici, vous voyez la grande différence aujourd'hui. C'est que ce LDL que vous mesurez dans votre bilan sanguin, c'est le LDL-C. Et là, c'est la particule de LDL qui, en fait, ne nous montre pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que la problématique du LDL, c'est si on a un LDL qu'on appelle LDL-P, qui est P de papa. C'est un LDL qui va effectivement apparaître avec un type, la particule du LDL, elle est très petite et très dense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce LDL va pouvoir passer dans notre endothélium, qui c'est la paroi vasculaire de nos vaisseaux, avec beaucoup plus de facilité et effectivement, au travers du macrophage, formation des cellules spumeuses, former notre athérome, notre plaque d'athérome. Mais pour que ça arrive, il va falloir la présence inflammatoire. Mais on sait que les personnes qui ont ces LDL-P denses, ils vont avoir beaucoup plus de chances d'avoir un problème coronarien. Donc, cette apparition, ça c'est la nouveauté de cette lipoprotéine de basse densité, plus petite, plus dense, ce facteur-là, c'est un facteur qui va augmenter le risque de maladie coronarienne et qu'on ne prenait pas en considération avant. Et aujourd'hui, au travers de la nutrition fonctionnelle, on peut mesurer ce qu'on appelle le LDL oxydé. C'est le LDL qui est déjà en train de participer si ça va devenir une plaque d'athérome, mais en train de constituer cette plaque d'athérome. On peut faire ça, on peut mesurer. Et je vais vous présenter ici que les facteurs qui sont différents de ceux qu'on avait parlé avant. Regardez ça. Un autre élément qu'on mesure dans notre bilan, quand on va faire un bilan de prévention, un bilan en nutrition fonctionnelle, pour voir où est notre patient vis-à-vis de maladies cardiovasculaires ou pour l'accompagner dans le sens nutritionnel. On a l'acide urique, le métabolisme de l'acide urique. Regardez bien, c'est hyper important ça. Quand on a un problème, tous ces éléments-là vont faciliter, vont contribuer aux maladies cardiovasculaires. Et là, c'est spécifiquement Heart Disease Coronary. Donc, c'est maladie coronarienne, de coronaire, des artères, OK? Et un des facteurs, c'est ce que je viens de vous dire qui est dans le groupe de dyslipidémie. Parce que vous comprenez bien qu'on a plusieurs groupes. Il y a le groupe du métabolisme du glucose, il y a le groupe de l'acide urique, je vais vous expliquer tout de suite.
Il y a le groupe de la déséquilibre lipidique qui va rentrer les triglycérides, les HDL qu'on connaissait déjà. Il y a le groupe hémodynamique que je vais vous présenter, qui est même l'hypertension, elle est là. Et il y a l'hémostatique qui est fibrinogène et PA1 que je vais vous montrer aussi. OK? Donc, dans les groupes dyslipidémiques, ce qui est nouveau, c'est cette question de la taille de ce LDL, de la taille, petite densité. L'autre nouveauté, c'est cet acide urique, parce que l'acide urique, l'ampleur de la réponse de l'insuline, ça veut dire quand on est dans cette condition de hyperinsulinémie, ok, faites attention, on aura une diminution de la clairance urinaire de l'acide urique. Ça veut dire que l'acide clairance urinaire, je parle de quoi? Je parle du passage au niveau rénal. Donc, on aura une diminution de l'élimination de l'acide urique. Donc, on aura une augmentation de l'acide urique plasmatique. C'est pour ça que l'augmentation de l'acide urique, quand on va mesurer l'acide urique dans notre plasma, il y aura une augmentation. Pourquoi, Elisa? Quand vous avez une augmentation, je ne parle pas de gouttes, hein, je parle d'acide urique lié à deux facteurs hyper importants. Stress oxydatif, parce que l'acide urique va nous donner les statuts du stress oxydatif. Et il va nous donner aussi la vision de la sensibilité à l'insuline de notre corps. Si vous avez un acide urique haut, ça veut dire que vous avez une difficulté de faire la clairance de cet acide urique. Pourquoi? Pas parce que vous avez un problème au niveau rénal, mais parce que vous avez trop d'insuline. Donc, ce que les études montrent, c'est que l'ampleur de la réponse insulinique plasmatique va diminuer l'élimination de l'acide urique. Et donc, on aura une augmentation plasmatique de l'acide urique et donc une diminution de la clairance urinaire dans le pipi. Vous avez compris? Ça s'appelle, pour mesurer les LDL, on a les LDL-C qu'on peut mesurer, que tous les médecins mesurent, mais on a les LDL-P qu'on peut mesurer. Ou on peut mesurer aussi, que les laboratoires en nutrition fonctionnelle font, c'est les anticorps LDL oxydés ou simplement le LDL oxydé. Mais ça, c'est un sujet pour les stress oxydatifs, d'accord? Un autre lien entre la résistance à l'insuline ou l'hyperinsulinémie, c'est ce plasminogène qui s'appelle PA1, PAI1. Il y aura une augmentation du plasminogène. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que le plasminogène, comme augmentation du fibrinogène, c'est quoi augmentation du fibrinogène? C'est une protéine qui va faciliter la formation de la plaque d'athérome. La même chose, les plasminogènes. Et donc, on aura une diminution des inhibiteurs du plasminogène quand on a une hyperinsulinémie. Si on a une diminution des inhibiteurs du plasminogène, le plasminogène va augmenter. Et il a démontré que quand on augmente ce plasminogène et quand on augmente le fibrinogène, il y aura un risque accru de maladies coronariennes. Et une autre nouveauté, c'est aussi la question du système nerveux sympathique. Il existe des preuves aujourd'hui que la résistance à l'insuline, je parle toujours de la résistance à l'insuline et de l'hyperinsulinémie. Est-ce que vous avez bien compris que je ne parle pas du diabète là? Parce que je ne parle pas de la difficulté de notre pancréas de produire et d'excréter l'insuline. Au contraire, je suis en hyperinsulinémie. Le pancréas, il est en train de cracher beaucoup d'insuline. C'est que cette hyperinsulinémie, je voudrais que vous compreniez bien ce sujet. L'hyperinsulinémie, elle est une hyperinsulinémie compensatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que comme je suis en insulino-résistance, comme vous vous rappelez de l'exemple que j'ai donné la dernière fois, comme les cellules n'écoutent plus l'insuline, il y aura une augmentation de l'insuline.
Donc, je suis en hyperinsulinémie. Cette hyperinsulinémie, c'est pour compenser la résistance à l'insuline. Donc, on va appeler ça une hyperinsulinémie compensatrice, due à l'insulinorésistance. Donc, cette activité de hyperinsulinémie compensatrice due à l'insulinorésistance, elle va avoir une relation avec le système nerveux sympathique. Donc, il y aura une augmentation de l'activité du système nerveux sympathique qui va faire quoi? Vasoconstriction. Ça va faciliter encore les maladies coronaires. Augmentation de rétention de sodium, hypertension. Une chose va avec l'autre. Donc, vous voyez que tout fait du sens. Mais après, dans cet arbre, on peut rajouter, je vais compliquer un peu votre vie, ok? Si je rajoute, par exemple, un problème de femme qui est la SOPK, la SOPK elle a, pour cette personne, un problème de hyperinsulinémie aussi. Qu'est-ce que c'est le SOPK? Syndrome des ovaires polykystiques. Vous allez avoir un autre tableau, mais qu'il y a une relation avec cette hyperinsulinémie aussi. Vous voyez? Donc, on peut, là, je suis en train de prendre un petit morceau de cet hyperinsulinisme vis-à-vis de maladies cardiovasculaires. Mais je peux ouvrir cet hyperinsulinisme pour pas mal d'étiquettes, comme la SOPK, comme beaucoup d'autres problèmes, même le diabète. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, Elisa, là, je me perds encore plus. Non, je veux vous dire que la base de la nutrition fonctionnelle, si vous travaillez la base, si vous travaillez l'alimentation du patient, si vous travaillez tout ça, n'importe si c'est maladie coronarienne. Ce que vous avez besoin de connaître, c'est l'hyperinsulinémie, c'est l'insulinorésistance, c'est tout comment est le processus de formation de lipoprotéines dans notre corps. Ça, vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de devenir un expert de cardiologie? Non, non. C'est pas là que vous allez aider votre client, votre patient. C'est en train de comprendre ce qui se passe que vous allez pouvoir intervenir. Donc, je vous montre là, influence génétique, influence environnementale, insulinorésistance, plus évidemment l'hyperinsulinémie. C'est une hyperinsulinémie compensatrice, ok? Qui va donner comme trouble, on aura trouble du glucose, intolérance, acide urique que je vous ai expliqué, dyslipidémie que je vous ai expliqué, problème hémodynamique, système nerveux central et hémostatique, fibrinogène et tout ça. Je vous ai expliqué tout ça. Et là, c'est la maladie coronarienne. Je voudrais quand même faire un petit coucou sur ces deux éléments-là qu'on a une tendance à mélanger. Le cardiovasculaire et cardiométabolique. Quelle est la différence de ce mot métabolique et cardiovasculaire? C'est que quand on parle de cardiovasculaire, le nom dit déjà. C'est que le transport, que le vaisseau. Donc, c'est trouble riche en lipides. Ça, c'est vasculaire, problème vasculaire. Attention, attention. C'est pas parce que le trouble est riche, c'est un problème de richesse de lipides, que la cause, c'est le lipide. Non, la cause, c'est les lipogénèse de novo. C'est l'excès de sucre, ok? L'excès de sucre qui a fait la glycogénèse. On a formé notre glycogène. Et comme il y avait déjà le glycogène hépatique complètement, on a une capacité maximale de former glycogène hépatique. Et on n'a pas une capacité maximale de former des adipocytes. C'est pour ça que les gens peuvent devenir obèses à des grades pas possibles. Mais écoutez-moi, cette obésité, elle va venir du sucre qui se transforme en graisse, qui s'appelle l'hypogénèse.
Donc, quand vous regardez problème vasculaire lipide, s'il vous plaît, ne va pas associer à des graisses comme les oméga 6 et les oméga 3 qui sont de bonnes graisses, qui ne sont pas dans ce cas-là troubles riches de lipides. Ce n'est pas ça. Ça, c'est excès de sucre qui a causé cette lipogénèse de nouveau. Ce n'est pas le lipide en soi qui va donner ce problème vasculaire. Alors, quelle est la différence du problème vasculaire et du problème métabolique? C'est que dans le problème métabolique, il y a la problématique du lipide. Attention, ne va pas penser que c'est problème de lipides excès parce que la personne mange trop de graisse. Évidemment, peut-être, elle mange trop. Mais surtout, c'est le déséquilibre de l'intolérance du glucose. La personne va avoir trop de glucose et ce glucose-là qui va engendrer cette lipogénèse qu'on appelle lipogénèse de novo. OK? Et c'est le trouble riche en lipides plus l'insulinorésistance. Donc, on a le phénomène d'insulinorésistance compensatrice. Pourquoi, Elisa? Parce que on a un excès d'insuline et là, nos cellules, et spécialement les cellules musculaires et les cellules, comme je vous ai dit ici, je vais même revenir à cette image-là, parce que là, les tissus squelettiques adipeux, mais n'oubliez pas que les autres sont sensibles à cette hyperinsulinémie compensatrice et va avoir des effets très néfastes. Je suis en train de vous montrer là. OK? Donc, c'est plus que ça là. C'est plus que ça. Aujourd'hui, pour que vous compreniez le processus, il faut comprendre tout ça. Mais comment on va faire ça? On va commencer de la base. Parce que si vous ne connaissez pas le glucose, la glycolyse, le cycle de Krebs, la respiration cellulaire, le transport du glucose avec les 14 glutes, le GLUT 4, le voie métabolique AMPK, si vous ne connaissez rien de ça, comment voulez-vous intervenir dans la vie et modifier la vie de votre client et de votre patient? Ce n'est pas possible. Ne vous limitez pas vis-à-vis de votre profession. Ne pensez pas, ah non, je suis coach sportif, je n'ai pas besoin de savoir ça. Vous avez tout faux là. Vous avez tout faux. Vous avez besoin de savoir ça si vous voulez sortir du lot, si vous voulez devenir le coach sportif, le naturopathe ou la naturopathe, le médecin nutritionnel, le médecin fonctionnel, le ostéopathe fonctionnel. Parce que vous aurez dans votre manche des choses que personne, que vous. Au-delà du cardio-métabolique, au-delà du cardio, ce syndrome métabolique, comme je vous ai dit, il va dans tous les sens. Ce cardio-métabolique, syndrome cardio-métabolique, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Il est lié à l'obésité, à la sarcopénie, dyslipidémie, hypertension, tout ça, on vient de voir. Ça qui est en jeune, c'est la partie cardiovasculaire, on est d'accord. Mais je n'ai pas parlé du diabète type 2, je n'ai pas parlé d'ostéoporose, je n'ai pas parlé de NAFLD. C'est quoi ça? Ça, c'est une condition de stéatose hépatique très grave, non alcoolique. On n'a pas parlé de gouttes. Vous voyez bien qu'il y a la question de l'acide urique. On n'a pas parlé de dysfonction érectile. On n'a pas parlé de cancer du côlon. J'ai parlé quand même vite fait des SOPK, apnée du sommeil. Vous comprenez, ça c'est quoi le diabète type 3? Alzheimer. Donc, vous comprenez comment c'est important de connaître la base, les sols. Quand je dis connaître la base, ce n'est pas de savoir tout simplement, de dire à votre client qu'est-ce qu'il va manger. Ça, ce n'est pas ça. Il faut que vous compreniez toute la physiologie du processus. Et donc, je vais vous présenter en nutrition fonctionnelle la timeline. Vous savez qu'en nutrition fonctionnelle, on va passer les flux cliniques. Qu'est-ce que c'est flux clinique en nutrition fonctionnelle?
On va commencer par, vous voyez, phase 1, on commence, ce genre-là, ils vont commencer à avoir une sensibilité à l'insuline. Comment je vais savoir que ce patient a une sensibilité à l'insuline? C'est ça que c'est le plus important. C'est qu'il y a aujourd'hui déjà, pour ceux qui ont sensibilité à l'insuline, ils vont avoir des signes et des symptômes qui montrent cette sensibilité à l'insuline. Ils vont avoir une petite altération de la glycémie. Ils vont avoir une altération de l'insulinémie qui va augmenter. Ils vont avoir un index OMA déjà chamboulé. Ils vont avoir des altérations. Ils vont avoir, c'est pas que prise du poids, hein? C'est pas que ça. Hein? Enfin, ça c'est la première étape. Impaired glucose tolerance. Ça veut dire qu'on va avoir un dysfonctionnement de la tolérance au glucose. Étape 2, résistance à l'insuline, elle est limite. Étape 3, l'insuline résistance est compensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans l'étape 2 ou l'étape 3, vous faites que la glycémie, que tout le monde fait la glycémie. Les médecins tous font la glycémie. Et la glycémie est normale. Elle est normale. Elle est inférieure à 1 gramme par litre à jeun. Elle est complètement normale. Mais si vous faites l'insulinémie, elle a dépassé parfois 35 picomoles, elle est déjà à 60. Et là, vous êtes déjà insulinorésistant, en train de compenser. Ça veut dire que le pancréas est en train de cracher l'insuline. Pourquoi? Parce qu'il veut baisser la glycémie. Il baisse, il arrive à baisser. Mais là, vous êtes déjà insulinorésistant. Qu'est-ce que vous êtes à ce moment-là? On peut appeler cette personne prédiabétique. Et elle peut rester vis-à-vis de facteurs génétiques prédiabétiques le reste de sa vie. Sauf que, sans savoir, elle va avoir pas mal de symptômes d'un diabétique, mais elle n'est pas diabétique. Et vous allez pas comprendre qu'est-ce qu'elle a, parce que vous avez fait que la glycémie. Elle gagne du poids, elle a les petits bidous, parce que quelqu'un a parlé là de patients maigres, mais il y a pas mal que je vois dans mon cabinet des patients comme ça et qui ont un bide comme ça. Ils ont un bide comme ça. Ils sont insulinorésistants malgré ils sont minces, maigres même. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ça. Ils ont toute la partie, les membres inférieurs et supérieurs très minces et ils ont les petits bidous. Fois non, beaucoup de fois, ils sont insulinorésistants. Un patient, vous pouvez le recevoir pour faire de coach sportif, pour faire une orientation pour perdre du poids ou même pour gagner du poids, ou même vous pouvez être n'importe. Votre client, un naturopathe, un ostéopathe, vous pouvez avoir votre client ou votre patient en stade 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous voyez, quand il est en 4, c'est déclaré par le médecin qu'il est diabétique. Et le 5, il est insulinodépendant. C'est la cata. Alors, on va faire les diagnostics du diabète. Oh, je n'ai pas besoin de faire. Je vais dire, c'est évident parce que vous voyez que l'insuline, que vous voyez que la glycémie est très haute. Vous savez que l'hémoglobine glyquée dépasse 6%. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer ce patient à un médecin parce que l'ordre du jour, c'est ça. Mais vous pouvez continuer. Vous envoyez un médecin fonctionnel. Vous n'envoyez pas un médecin classique. Parce que vous pouvez continuer l'accompagnement de ce patient. Si vous êtes fonctionnel et si le médecin est fonctionnel. Tout c'est un bonheur. C'est que pour que ce patient rentre en phase 1 et qu'il passe en phase 4, peut-être ça va passer 7 ans, 8 ans. Donc, vous voyez bien qu'on peut intervenir. On peut intervenir, n'est-ce pas? Alors, l'importance de détecter l'hyperinsulinémie.
on est bien dans la nutrition fonctionnelle. On est bien dans la nutrition fonctionnelle. Accompagnez-moi. Donc, ici, on a génétique et environnement. Insulinorésistance. Ce que je veux dire, c'est que cette insulinémie compensatrice que je vous ai expliquée, qui va nous amener, elle peut nous amener à non-diabetic downstream diseases. Écoutez-moi, écoutez-moi. L'insulinorésistance, même avec, écoutez-moi, avec le fonctionnement des cellules bêta normalement, ça veut dire que je n'ai pas un problème de diabète. Mes pancréas, ils crachent de l'insuline normalement. Mais malheureusement, ils crachent. Donc, il y a une hyperinsulinémie compensatoire. No diabetes. Oublie le diabète. Mais on va voir toutes les autres problématiques qui n'est pas vinculées au diabète. Ça sera vinculé au diabète si on a ce cas-là. Les cellules bêta abnormales. Quand les îlots de Langerhans ont une production anormale, non normale, pathologique de l'insuline. Il y a un problème avec les cellules bêta. Là, oui, on aura une réduction, on aura un déficit d'insuline, en fait, qui va nous amener au diabète type 2. Je ne sais pas, mais ça, c'est d'une importance, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez rien compris, je voudrais que vous compreniez que cette diapo-là. L'importance de détecter l'hyperinsulinémie. Vous avez une insulinorésistance. Vous avez votre patient, votre client, qui produit normalement de l'insuline. Il n'a pas un problème de cellules bêta. OK? Donc, il a ce problème de hyperinsulinémie compensatrice qui ne va pas donner un diabète. Oubliez le diabète. Qu'est-ce que ça va donner, Elisa? Je vais vous dire qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner tout ça, sauf le diabète. Tout ça, ostéoporose, l'stéatose hépatique, la goutte, dysfonction érectile, le cancer, machin, tout ça. Donc, vous comprenez l'importance de ça. Donc, no diabetes, non-diabetic downstream disease, rien à voir avec diabète. Mais, si on a l'insulinorésistance et on a un dysfonctionnement des cellules bêta, on aura le contraire. On va pas avoir on aura dans un premier temps une hyperinsulinémie, mais le patient diabétique, il va avoir un déficit d'insuline. C'est pour ça qu'il prend de l'insuline, injection d'insuline, n'est-ce pas? Et là, c'est le diabète type 2. Alors, nos gènes n'ont pas changé. Nos gènes n'ont pas changé. Qu'est-ce qui a changé? L'environnement. L'environnement. Donc, là, on a research, prévention et traitement du métabolique, du syndrome métabolique, avec l'intervention du mode de vie. Where do we start? On commence comment? On commence par quoi? Ça, c'est la nutrition fonctionnelle. Vous voyez, research, prévention et traitement du syndrome métabolique, le syndrome métabolique actualisé par l'intervention du mode de vie. Il est théorisé que le syndrome métabolique peut être une manifestation de la profonde inadéquation entre notre environnement actuel et les circonstances précédentes qui font façonner la sélection évolutive. Ce que je veux dire, c'est que cet syndrome cardio-métabolique entraîne, nos gènes n'ont pas changé. Le problème, c'est l'expression de nos gènes. Ce n'est pas parce que votre père et votre mère étaient diabétiques, parce que votre père est décédé à 40 ans d'un problème cardiovasculaire, que vous avez l'obligation de mourir de la même façon. Le problème, c'est que les gènes sont les mêmes. On est complètement d'accord. À de milliers d'années en arrière jusqu'à aujourd'hui, ce qui a changé, effectivement, c'est notre mode de vie, l'évolution de la médecine.
elle a fait que même avec un mode de vie pourri, même les gènes n'ont pas changé. Ils vont s'exprimer de plus en plus. Notre médecine moderne, elle nous a donné des conditions qu'on va vivre jusqu'au bout. Même en diabète, par exemple, au dernier étage, même si on a besoin de couper la jambe, même si on a besoin de couper le doigt, même si on a besoin d'avoir une assistance cardio-respiratoire, même si on a besoin de couches, on a évolué la médecine d'une façon telle qu'on va vivre jusqu'au bout. Et c'est ça, je ne veux pas, c'est pas moi qui décide comment vous allez mourir, c'est pas moi qui décide comment mon patient, mon client va, non. Mais ma responsabilité, c'est de lui faire conscient que son mode de vie est déterminant. Parce que après, quand il y a la maladie et que le médecin vient et dit « Qu'est-ce que vous mangez ?» c'est trop tard. Parce que vous avez déjà le cancer du côlon. Quand le médecin dit « Est-ce que vous fumez ?» c'est trop tard. La personne, elle fume déjà. Elle a déjà un cancer du poumon. Et je parle du cancer, mais bon, hein, on peut passer ici de nuit et de jour en train de parler des étiquettes qui sont là-haut. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que cette évolution-là, que vous voyez cette personne ici, qui est devenue comme ça, c'est pas parce que mon père et ma mère étaient obèses que je suis obèse. Je suis obèse et mon père et ma mère étaient obèses pour deux questions. Il y a ce qu'on appelle le flux héréditaire. Parce que, comme je vous ai raconté une fois, mon père et ma mère, c'est qu'un exemple, ce n'est pas le cas. Ils allaient à la plage, ils mangeaient que du sucre. Donc, je mange aussi que du sucre. Et ce n'est pas génétique, ça. C'est qu'ils m'ont appris à manger du gâteau. Ils m'ont appris que quand je suis triste, il faut faire du gâteau. Ils m'ont appris que quand on va chez Tante Elisabeth, on ne peut pas dire non au gâteau que Tante Elisabeth a fait pour nous. Ce n'est pas poli. Enfin, ça on appelle flux héréditaire. Après, on a la génétique. On sait par les études que cette génétique de l'obésité, elle va jouer à 15%. Et le reste, c'est le mode de vie de la personne. C'est le mode de vie. Donc, cette obésité, elle ne vient pas du ciel. Cette obésité, elle vient de manque de connaissances, de manque de prise en charge de cet obèse-là, qui donne sa vie, qui donne toute sa capacité de raisonnement à un médecin et dit « Faites de moi ce que vous voulez ». Et là, le médecin dit « On va faire une chirurgie bariatrique ». Ça ne va rien donner parce qu'il n'a pas changé son mode de vie. Il va recommencer à manger. Vous le savez bien. Vous savez combien de personnes on va manger dans un restaurant. Vous voyez la personne obèse comme tout, en train de manger une salade avec 10 kilos de pain à côté ou avec des frites. Peut-être elle ne sait pas parce que les gens lui disent « Faites attention à votre alimentation ». Bah, il fait, il mange sa salade. Pour lui, c'est bon, quoi. Et c'est cette conscience que vous, professionnels de santé, vous avez l'obligation d'informer à la population. Et quand vous informez ça à la population va vous faire confiance et elle va vouloir travailler avec vous. Elle va vous chercher. Je dis ça par expérience personnelle. Je reviens à notre arbre. Cet arbre, on va raisonner. On va prendre notre patient avec un problème, un trouble cardiovasculaire. On ne va pas tout de suite lui prescrire médecin. Tout de suite, un médicament comme les statines, un médicament comme un anticoagulant. Est-ce que ne serait pas plus sensé, je ne sais pas, de connaître ses antécédents, de savoir à partir de quand il a commencé ce problème inflammatoire, de voir quels sont les médiateurs, qu'est-ce qui maintient ce cercle vicieux. Est-ce qu'il est insulino-résistant? Est-ce qu'on peut intervenir dans tout ça? Qu'est-ce qu'on a comme antécédents, déclencheurs et médiateurs de maladies cardiovasculaires? Je vous présente. Évidemment, un polymorphisme génétique, bien sûr. Stress,
Stress chronique, vous savez qu'une personne qui est stressée, elle va avoir envie de manger du sucre. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Vous faites rien. Vous dites à la personne, vous êtes stressé, vous mangez du sucre et elle part. Je sais pas. C'est ça un professionnel de santé? L'inflammation chronique, ça c'est la cause principale de toute cette histoire que je suis en train de vous dire. Donc, si cette personne elle a une polyarthrite rhumatoïde, elle a une inflammation chronique. Si cette personne elle a une parodontite, un problème là à la bouche, elle a une inflammation chronique. Si cette personne est en surpoids, elle a une inflammation chronique. Si elle a une otite, une sinusite, peut-être elle a des intolérances alimentaires que les personnes n'ont pas cherché. Ils ont déjà donné un médicament. Et vous savez, peut-être vous ne savez pas, que 50% des personnes, le problème, ce n'est pas le LDL et elles vont mourir d'une maladie cardiovasculaire, quoi. La moitié. Dysbiose. Est-ce qu'elle a une dysbiose? Vous commencez par l'intestin. Est-ce qu'elle a de l'adiposité viscérale? Alimentation et nutrition. Est-ce qu'elle a un déficit nutritionnel? Ce n'est pas parce qu'elle est obèse. Les obèses, 80% des obèses sont en déficit nutritionnel. Ils n'ont pas de zinc, ils n'ont pas de fer. Ils ont peut-être avec un fer absurde, ferritine là-haut. Pourquoi? Parce que la ferritine haute, c'est un signe inflammatoire. La CRP haute, US, peut-être sa CRP, celle que le médecin fait, c'est normal, évidemment. Évidemment, il n'a pas subi à une intervention chirurgicale, il n'a pas une inflammation aiguë, il a une inflammation chronique. Et peut-être même la CRP-OS ne va pas nous montrer ça. C'est un ensemble de signes et symptômes qui vont nous montrer ça. Régime à haute charge glycémique, et il y a des gens, combien de personnes dans mon cabinet qui disent « mais je ne mange pas de sucre ». Pardon? Quand je regarde, il y a du riz, il y a du sarrasin, il y a des fruits à volonté. Et là, le génétique va jouer. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à tout ça. Même que c'est le sarrasin, même... Écoutez, sarrasin, pommes de terre, n'importe, tout ça, c'est du glucose. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger, mais ça dépend pour qui, quand, comment. Toxines, perturbateurs mitochondriaux, des gens qui ont travaillé dans l'agriculture, qui ont d'autres qui ont de plomb dans toute la bouche, qui sont bourrés de métaux lourds, mauvaises conditions physiques, une personne qui s'essouffle pour monter un escalier, sarcopénie, vous voyez la sarcopénie, vous n'avez pas besoin de faire des examens, vous voyez, elle crie la sarcopénie. Le gens mince avec, il n'y a pas de muscles, il n'y a rien, quoi. Oh. Diabète gestationnel, ça par exemple fait partie des antécédents de femmes qui peuvent vous raconter « j'ai eu un diabète gestationnel ». Ça te donne déjà un antécédent important. Regardez ça, j'adore cette photo. Regardez David, qu'est-ce qui est devenu David? Restez avec cette image de David. Regarde-lui. Regarde-lui aujourd'hui. Ça, c'est notre David moderne. Qu'est-ce qui se passait? Regardez mon David. Regardez son tour de taille. Vous comprenez bien qu'en termes sexuels, mon David va avoir des problèmes d'érection. Ça, c'est quoi? Insulino-résistance nette et claire. Vous n'avez pas besoin de faire des examens. Hein? Alors, peut-être il n'est pas diabétique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un dysfonctionnement, pour l'instant, ou peut-être jamais, de cellules bêta. Mais il y aura toutes les autres maladies, il aura toutes les autres étiquettes, il sera sensible à tout ça. Vous comprenez? Alors, la nutrition fonctionnelle et les maladies cardiovasculaires. Comment nous travaillons? Chercher les causes. Antécédents, déclencheurs, médiateurs, c'est la première chose. Chercher les causes et les effets. Signes et symptômes. Donc là, je suis antécédent, déclencheur et médiateur. Je suis dans le jeûne. Après, je vais là. Je vais trouver les signes, les symptômes et les comorbidités. Qu'est-ce que la personne a déjà
comme comorbidité. Ah, ela a déjà eu um câncer. Ah, ela a déjà eu, ela a la SOPK. Ah, ela ça, ela ça, ela ça. Cherchez des points de levier ici. Facteur de mode de vie, là, ó, modifiable. Ça, c'est la base de la nutrition fonctionnelle. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Vous ne pouvez pas. Est-ce que c'était bon pour vous? On va avancer encore. Parce que je voudrais quand même vous montrer quels sont les examens nutritionnels qui ont fait pour les bilans cardiovasculaires. Pour savoir quoi? Est-ce qu'il y a un risque de maladie cardiovasculaire ou pas? Peut-être divisé en 2 parties. Je n'en sais rien. On verra bien. Bonsoir à vous tous. Je vous attends. Projet 1929. Vem comigo!